Bienvenue dans cette nouvelle saison de Dans la tête des tueurs. Je suis Quentin Bernard et ensemble, nous allons plonger dans les récits les plus sombres et captivants des crimes en série qui ont marqué l'histoire. Bienvenue dans la saison 3 de Dans la tête des tueurs. Dans la tête de Gérard Schaeffer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un homme qui a trahi la confiance de la société. Un homme dont l'uniforme de policier cachait un côté obscur. Imaginez-vous dans les années 70 en Floride. Les palmiers se balancent doucement au gré du vent chaud, mais sous cette apparence idyllique se cache un prédateur impitoyable. Gérard Schaeffer, né le 25 mars 1946 à Neenah, dans le Wisconsin. Il grandit dans une famille, en apparence, normale. Schaeffer devient officier de police à Fort Lauderdale, en Floride. Pendant la journée, il patrouille les rues, protège les citoyens et incarne l'autorité. Mais la nuit venue, il se transforme en quelque chose de bien plus sinistre. Un tueur en série qui traque ses victimes, les enlève, les viole et les tue. Personne ne soupçonne sa double vie, ce qui rend ses crimes encore plus choquants. Pourquoi Schaeffer a-t-il choisi cette voie sombre ? Quelles étaient ses motivations ? Et comment a-t-il réussi à échapper à la justice pendant si longtemps ? Nous allons explorer ces questions au fil de cet épisode en nous plongeant dans les détails de ses crimes, de ses obsessions et de sa traque implacable. Nous allons explorer l'esprit torturé de Gérard Schaeffer, l'homme qui portait l'uniforme de la loi le jour et se transformait en prédateur la nuit. Imaginez-vous dans les rues tranquilles de Neenah, dans le Wisconsin, aux États-Unis, là où Schaeffer a vu le jour. Le tic-tac d'une horloge résonne comme un compte à rebours inexorable, indiquant que quelque chose de sombre est en gestation. Les pages tournent, révélant un passé en apparence anodin, mais qui cache les prémices d'une obscurité qui prend racine. Issu d'une famille en apparence normale, il grandit à Atlanta, en Géorgie, jusqu'en 1960. À cette époque, sa famille déménage à Fort Lauderdale, en Floride. Mais derrière ce visage ordinaire se cache un penchant sombre, des obsessions qui le mèneront sur la voie du crime. Gérard John Schaeffer était l'aîné des 3 enfants de son père, un représentant commercial, et de sa mère qu'il admirait profondément. Pendant son enfance, Schaeffer avait une relation tendue avec son père, décrit comme autoritaire et alcoolique. Il se sentait souvent négligé au profit de sa sœur. Cette dynamique familiale a probablement eu un impact sur le développement de sa personnalité. Dès son adolescence, il développe des obsessions malsaines envers les culottes des femmes et devient un voyeur. Ses fantasmes sexuels morbides prennent racine et il commence à tuer des animaux. Ces premiers signes de comportement déviant ont contribué à façonner sa fascination pour la domination et la soumission sexuelle qui se manifesterait plus tard dans ses crimes. Doté d'un QI évalué à 130, donc dans la tranche supérieure, c'est un autodidacte qui n'hésite pas à énormément s'investir dans les sujets qui le passionnent. Schaeffer est un chasseur doué, passant des heures à traquer des proies dans les marais de Floride. Sa fascination pour la violence et la cruauté grandit. Il se plonge dans des lectures macabres, étudie les tueurs célèbres et s'intéresse aux méthodes de dissimulation des preuves. Schaeffer est un caméléon social, capable de se fondre dans la masse tout en cachant ses pulsions meurtrières. Son travail de policier lui offrira une couverture parfaite. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Schaeffer s'est inscrit à l'université mais a rapidement abandonné ses études. Il s'est marié à Martha Fogg et a commencé à travailler comme enseignant en 1969. Cependant, son comportement inapproprié a rapidement conduit à son licenciement. Après son divorce en 1970, il s'est tourné vers une carrière dans les forces de l'ordre, obtenant son diplôme de l'école de police en 1971. Schaeffer a également étudié la criminologie à Broward Community College et il en sortira même diplômé en 1972, alors âgé de 25 ans. Ces expériences ont posé les bases de sa double vie en tant que shérif respecté et tueur en série insidieux. Le jour, il patrouille les rues, protège les citoyens et incarne l'autorité, mais la nuit venue, il se transforme en quelque chose de bien plus sinistre. Alors que Gérard Schaeffer portait fièrement l'uniforme de la loi, son visage angélique cachait habilement une noirceur indicible.
Ses collègues le regardaient avec admiration, le considérant comme un modèle de professionnalisme et de dévouement. Et pourtant, derrière les murs du commissariat, une toute autre réalité émergeait progressivement. Les premières suspicions ont commencé à planer sur ses agissements, mais la véritable étendue de sa perversion restait dissimulée dans l'ombre. En 1972, les premiers signes de cette sombre réalité ont fait surface, dévoilant la face cachée de Gérard Scheffer. Les enquêtes internes et les témoignages convergeaient tous vers une conclusion troublante. L'homme en uniforme, censé protéger et servir, était en réalité un prédateur redoutable. Le 21 juillet 1972, alors qu'il est en patrouille dans son véhicule de fonction, Gérard Scheffer aperçoit deux adolescentes faisant de l'autostop, Pamela Sue et Nancy Trotter, âgées respectivement de 17 et 18 ans. Il s'arrête à leur hauteur et, sous le prétexte fallacieux que l'autostop est interdit en Floride, leur suggère de les raccompagner chez elles. Une fois arrivés, il leur propose de revenir les chercher le lendemain pour aller à la plage. Les jeunes filles, sans méfiance, acceptent. Le lendemain, Scheffer revient, mais cette fois-ci avec son véhicule personnel. Et au lieu de les conduire à la plage, il les emmène dans une forêt isolée. Là, il attache les jeunes filles à un arbre et les menace de les tuer ou de les vendre à un réseau de prostitution. Soudain, Scheffer reçoit un appel du poste de police l'assignant à une mission. Il laisse les adolescentes terrifiées en leur promettant de revenir, je cite, « finir ce qu'il avait commencé ». Profitant de l'absence de leur ravisseur, Pamela et Nancy parviennent à se détacher et courent se réfugier dans le commissariat le plus proche. Et le plus proche, c'est celui de Scheffer. Lorsque Scheffer retourne dans la forêt et constate que ses victimes ont disparu, il comprend que sa double vie risque d'être exposée. Il appelle immédiatement son supérieur, prétend avoir fait une bêtise en simulant un enlèvement pour dissuader les filles de faire de l'autostop. Son supérieur, sceptique, lui ordonne de revenir au commissariat. Là, Scheffer se voit retirer son insigne et est inculpé pour séquestration et agression. Il paie sa caution et, dans l'attente de son jugement, il est relâché. 2 mois plus tard, le 27 septembre 1972, Scheffer enlève, torture, viole et tue Suzanne Place, 17 ans, et Georgia Jessup, 16 ans. Elles deviendront les premières victimes connues de Scheffer. Pamela, Nancy, Suzanne et Georgia étaient des jeunes femmes vulnérables, des fugueuses, des âmes perdues. Scheffer les a traquées, les a séduites avec son uniforme de policier, puis les a emmenées dans des endroits isolés. Là, il a libéré ses pulsions les plus sombres, les soumettant à des tortures inimaginables, du viol au démembrement. Une fois capturées, ses victimes entraient dans un cauchemar éveillé. Les murs de la réalité s'effondraient, laissant place à une terreur indicible. Scheffer, sadique en puissance, infligeait des sévices d'une brutalité inimaginable, laissant derrière lui des scènes macabres empreintes de douleur et de désespoir. Elles étaient soumises à des sévices sexuels, à des actes de torture et finalement à des meurtres brutaux. Certaines étaient agressées et assassinées en même temps, alors que d'autres ont été gardées en captivité pendant des périodes prolongées avant d'être tuées. Scheffer est également connu pour mutiler les corps de ses victimes après leur mort. Lorsque l'ombre de la nuit s'étendait, Scheffer se métamorphosait en un prédateur implacable, choquant la Floride par ses actes d'une cruauté sans précédent. Le mode opératoire de Gérard Scheffer variait légèrement d'une victime à une autre, mais il suivait généralement un schéma commun. En tant que shérif adjoint de Floride, Scheffer utilisait souvent son autorité pour aborder ses victimes. Une fois qu'il avait attiré leur confiance, il les emmenait dans des endroits isolés sous prétexte de leur offrir un transport ou les interroger pour des questions liées à la sécurité publique. Une fois qu'il avait isolé ses victimes, Scheffer les agressait sexuellement et les torturait, parfois pendant des heures avant de les assassiner. Les méthodes de torture incluaient des sévices physiques et sexuels extrêmes, tels que des coups, des mutilations, des viols répétés et d'autres actes violents. Après avoir tué ses victimes, Scheffer les enterrait souvent dans des endroits reculés ou les abandonnait dans des zones boisées, rendant leur découverte plus difficile pour les autorités. Il était connu pour manipuler les scènes de crime, pour brouiller les pistes et éviter d'être découvert. D'ailleurs,
Les enquêteurs, lors des fouilles à proximité du lieu des crimes, ont découvert un marécage infesté d'alligators. Le schéma général de ces crimes révèle un comportement sadique et prédateur. Il exploitait son statut d'agent de l'ordre pour gagner la confiance de ses victimes avant de les soumettre à des sévices inhumains et de leur ôter la vie. Le jugement pour l'enlèvement de Sue et Nancy a lieu en décembre 1972. Schaeffer plaide coupable, il ne sera condamné qu'à 1 an de prison. Suite à un accord, seul le chef d'accusation d'agression aggravée sera retenu. Le 15 janvier 1973, les portes de la prison se renferment sur Schaeffer, au moins pour 1 an. 7 mois après leur disparition en avril 1973, les corps décomposés de Pamela et de Georgia sont retrouvés. La façon dont les corps sont attachés mène les enquêteurs au dossier Schaeffer. Il y a beaucoup de similitudes entre ces découvertes et les témoignages des 2 jeunes filles rescapées quelques mois auparavant. Les enquêteurs obtiennent un mandat pour aller perquisitionner le domicile de Schaeffer. Dans sa chambre, les policiers découvrent des écrits dans lesquels Gérard raconte ses fantasmes sexuels. Il y a des cahiers remplis de nouvelles dans lesquelles les femmes sont traitées de tous les noms. La police trouve également des dents. Et selon la police, elles appartiendraient à au moins 8 femmes différentes. Il y est découvert également le porte-monnaie de Suzanne Place, puis une quantité de papiers d'identité appartenant à une trentaine de filles disparues dont les corps n'ont jamais été retrouvés. En octobre 1973, Schaeffer est condamné à 2 peines de prison à perpétuité. Il échappe à la peine de mort car à cette époque, celle-ci est suspendue en Floride. Malgré ses nombreuses dénégations, il reste suspecté d'autres crimes. Sa particularité réside dans le cumul de perversions sexuelles et de paraphilie. Un tueur en série qui était également un homme de loi. Une énigme qui hante encore nos esprits. Les preuves s'accumulent contre Schaeffer. Des témoignages, des indices, des liens avec d'autres disparitions non élucidées. Mais il continue de nier. Son charisme et sa capacité à manipuler les autres jouent en sa faveur. Certains le voient comme un bouc émissaire, d'autres comme un monstre sans âme. Mais tous ces crimes ne sont pas tous élucidés. Des familles pleurent toujours leurs proches disparus. La chasse macabre de Gérard Schaeffer a laissé des cicatrices indélébiles, et les échos de ces crimes résonnent encore aujourd'hui. Dans l'obscurité des bois, Schaeffer était le prédateur ultime, dissimulé parmi les arbres comme une ombre mortelle. Les bruits de pas dans la forêt résonnent comme le battement de son cœur dénué de toute empathie. Chaque chuchotement du vent porte avec lui l'écho des cris lointains de celles qui sont tombées sous sa chasse implacable. Les ramifications de cette histoire troublante continuent d'influencer la perception que nous avons des forces de l'ordre, soulignant les dangers potentiels de ceux qui abusent de leur autorité. À travers l'écho des années, nous sommes témoins de la résilience des communautés qui ont survécu à ces horreurs. Comment un homme en uniforme de policier a-t-il pu commettre de tels actes ? Quelles étaient ses motivations ? Nous ne le saurons peut-être jamais complètement. Mais une chose est certaine, l'histoire de Gérard Schaeffer est un sombre rappel que le bien et le mal coexistent parfois dans une même âme. Le 3 décembre 1995, Schaeffer sera assassiné de 40 coups de couteau portés à la tête et à la nuque dans sa cellule de la prison de Stark, en Floride. Alors que nous refermons ce chapitre sombre, gardons à l'esprit que chaque histoire de terreur peut être un appel à la vigilance. Un rappel que le mal peut parfois se cacher derrière des visages familiers. Nous venons de traverser ensemble les abîmes les plus sombres de l'esprit humain, explorant des mystères que beaucoup préfèrent laisser enfouis. Maintenant, alors que nous émergeons de ces ténèbres, je vous invite à prendre une profonde respiration et à retrouver un semblant de sérénité. Je suis Quentin Bernard et merci de m'avoir accompagné dans cette descente vertigineuse. Ce podcast est entièrement écrit et réalisé par moi-même avec le soutien précieux de Jonathan Dyer. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle plongée profonde et troublante dans la tête des tueurs.